rapport de l'OCDE qui dit que l'économie mondiale devrait marquer un léger ralentissement l'an prochain, mais que les risques d'un atterrissage dur se sont réduits et ce malgré une dette croissante et l'incertitude autour de l'évolution des politiques monétaires. C'est donc en tout cas ce qu'anticipe l'OCDE dans ses dernières prévisions économiques. Globalement, le PIB mondial devrait ainsi passer de 2,9 cette année à 2,7% en 2024 avant de se redresser en 2025 à 3%. Dans le détail maintenant, l'OCDE prévoit que la croissance américaine ralentira de 2,4% cette année à 1,5% l'année prochaine, révisant à la hausse ses estimations de septembre où elle prévoyait une croissance américaine de 2,2% en 2023 et de 1,3% en 2024. Et même si le risque d'un hard landing semble s'éloigner aux États-Unis, l'organisation internationale n'écarte pas pour autant le risque de récession compte tenu de la faiblesse des marchés immobiliers, des prix élevés du pétrole et de la faiblesse des prêts. L'économie chinoise, elle, devrait marquer un ralentissement alors qu'elle fait face à une crise du secteur immobilier et que les consommateurs se montrent plus prudents dans un contexte d'incertitude croissant pour l'avenir. Enfin, au sujet de la zone euro, l'économie devrait rebondir en 2024 avec une croissance attendue à 0,9% contre une prévision de 0,6% cette année et continuer d'accélérer en 2025 avec une croissance de 1,1% dans le sillage de l'Allemagne qui se relève d'une récession. En Chine, en novembre, l'activité manufacturière s'est de nouveau contractée alors que l'activité dans les services a atteint un point bas jamais vu depuis le début 2023. En effet, selon des données officielles publiées cette nuit, l'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,4% en novembre contre 49,5 points le mois précédent. Quant à l'indice PMI des services, il s'est établi à 50,2 en novembre contre 50,6 en octobre. Selon les analystes, plusieurs facteurs expliquent la faible résilience de l'économie chinoise post-Covid. Le marché intérieur est toujours atone, la confiance des consommateurs n'ayant pas été restaurée par les autorités, confiance impactée négativement par un marché de l'immobilier en grande difficulté. Enfin, la situation bilancielle des gouvernements locaux, les tensions géopolitiques et le ralentissement de la croissance mondiale soulignent la fragilité de la deuxième économie mondiale et renforcent l'idée d'un soutien budgétaire plus musclé. La surprise du jour nous est venue des États-Unis. En effet, selon le département du commerce américain, la deuxième estimation de la croissance outre-Atlantique est ressortie à 5,2% au troisième trimestre en rythme annualisé. C'est plus que la première estimation qu'il avait calculée à 4,9% et c'est également supérieur aux données du consensus, aux modélisations du consensus qu'il avait calculé à 5%. Cette révision à la hausse s'explique par deux facteurs, la hausse des investissements des entreprises et le niveau encore important des dépenses publiques. Autrement dit, une politique de relance budgétaire toujours impactante. Par contre, les dépenses de consommation ont été révisées à la baisse, n'augmentant désormais que de 3,6% contre 4% dans l'estimation initiale. Je vous rappelle tout de même que les États-Unis privilégient la croissance en rythme annualisé, alors que d'autres économies avancées comparent simplement chaque trimestre au précédent, ce qui donne 1,3% pour les États-Unis au troisième trimestre contre 1,2% publié lors de la première estimation. Enfin, en France, selon les premières estimations de l'INSEE publiées ce matin, l'indice des prix à la consommation harmonisée ressortirait à moins 0,3% au mois de novembre et à 3,8% sur un an. Toujours en France et toujours selon l'INSEE, au troisième trimestre 2023, l'évolution du produit intérieur brut en volume est révisée à moins 0,1%. Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages français par unité de consommation diminue également légèrement à moins 0,2% après une stabilité au trimestre précédent. Enfin, le taux d'épargne des ménages baisse ce trimestre. Il s'établit à 17,4% de leur revenu disponible brut après 17,9% au trimestre précédent. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. Et en Europe, les marchés ont clôturé sur des notes mitigées. Paris et Francfort ont salué la poursuite du repli des taux longs de la zone euro alors que l'inflation en Allemagne est ressortie à 3,2% en novembre contre 3,8% en octobre. C'est également sous le consensus qu'il avait modélisé à 3,5%. Le CAC 40 s'est assis à juger 0,24% à 7267 points et ce malgré le repli de l'action de Total Energy qui a été pénalisé par la baisse de la recommandation de Jefferies. Le DAX s'est lui étoffé de 1,09% à 16 166 points.
seul Londres a perdu du terrain hier. L'indice phare britannique a pâti de la forte exposition de deux de ses poids lourds, HSBC et Standard Chartered. Les deux titres ont été pénalisés par la vague annuelle de maladies respiratoires en Chine qui induit du stress côté investisseurs, et ce même si Pékin jure qu'il ne s'agit pas d'un nouveau virus mais plutôt du résultat d'une augmentation des maladies après le confinement. Résultat, le FTSE a donc reculé de 0,43% à 7423 points. Aux États-Unis, le narratif de certains banquiers centraux a eu raison de la révision à la hausse du PIB américain au T3. Les variations anecdotiques des marchés US s'expliquent par l'attentisme des investisseurs avant la très attendue publication de l'indice PCE cet après-midi. Le Dow Jones a lui symboliquement reculé le Dow Jones a lui symboliquement clôturé dans le vert. Il a pris 0,04% à 35 430 points. Le S&P 500 a lui symboliquement fini la séance dans le rouge puisqu'il a reculé de 0,09% à 4 550 points. Enfin, le Nasdaq a lui marqué une direction un peu plus franche puisqu'il a cédé 0,16% à 14 258 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a gagné 0,5% à 33 486 points. En France, alors que le SBF a clôturé à contre-courant du CAC puisqu'il a cédé 0,26%. Nous noterons tout de même la belle performance de Stellantis qui a gagné 5,2% à 19,69 €. L'action du constructeur automobile a profité d'une note de JP Morgan qui analyse l'action comme une opportunité d'achat avec un objectif de cours calculé à 23 € contre 21 € précédemment. Elior Group a succombé à des prises de bénéfices importantes après avoir bénéficié lundi dernier du relèvement d'avis de Deutsche Bank de conserver à acheter. Le titre a reculé de 6,31% à 2,37 €. Sur le marché des rendements obligataires dans la zone euro, les opérateurs anticipent désormais un recul des pressions inflationnistes, ce qui se traduit par une baisse de 110 points de base des taux de la Banque Centrale Européenne anticipés par les marchés pour 2024 contre 95 points de base à la veille. Dans cet environnement, le rendement du Bund à 10 ans a cédé près de 7 points de base à 2,429%. Le rendement du Bund à 2 ans a lui reculé de près de 10 points de base à 2,821%. Aux États-Unis, les marchés monétaires anticipent un soft landing de l'économie et donc une baisse du coût du crédit en 2024. À l'heure de la clôture en Europe, le trésorerie à 10 ans a reculé de 4 points de base à 4,33%. Le rendement du trésorerie à 2 ans a lui cédé 7 points de base à 4,6702%. Enfin, les prix du pétrole ont continué de se raffermir hier. Ils ont signé une seconde séance consécutive de hausse, boostée par des informations selon lesquelles l'alliance OPEP+ envisagerait des coupes de production supplémentaires pouvant aller jusqu'à 1 million de barils par jour, mais rien n'est encore certain puisque selon les experts du secteur, aucun accord n'aurait été encore trouvé à ce sujet, ce qui fait dire à certains qu'un nouveau report de la réunion prévue aujourd'hui n'est pas totalement exclu. Toujours est-il que dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a gagné 1,73% à 83,10 $. Le baril de West Texas Intermediate de même échéance a pris 1,89% à 77,86 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 novembre et juste après cette courte page de publicité, nous serons en duplex avec Eric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.